Donc dans ce chapitre, je vais parler de l'héritage. Donc la fonctionnalité la plus emblématique de la programmation orientée objet, c'est l'héritage. L'héritage, c'est la possibilité de définir une nouvelle classe qui est une version modifiée d'une classe existante. Donc dans ce chapitre, je vais illustrer l'héritage en utilisant des classes qui représentent des cartes, des paquets de cartes et des mains de poker. Donc si tu sais pas jouer au poker, tu peux en lire plus sur Wikipédia, mais c'est pas obligatoire parce que je te dirai tout ce que tu dois savoir pour les exercices. Donc parlons premièrement des objets cartes de jeu qu'on va écrire. Donc il y a 52 cartes dans un paquet, dont chacune appartient à une des 4 couleurs et à l'une des 13 valeurs. Donc les couleurs, c'est pique, cœur, carreau et trèfle. Et les valeurs, c'est As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Donc selon le jeu auquel tu joues, un As peut être plus fort que le roi ou plus faible que le 2. Ça dépend de la variante. Donc si on veut définir un nouvel objet pour représenter une carte à jouer, il est évident que les attributs doivent être la couleur et la valeur. Que le type des attributs n'est pas si évident, c'est-à-dire qu'une possibilité est d'utiliser des strings contenant des mots comme pique pour les couleurs et dame pour les valeurs. Un problème avec cette modélisation, c'est qu'il serait pas facile de comparer les cartes pour voir laquelle a une valeur ou une couleur supérieure. C'est-à-dire que dans certains jeux, l'ordre des couleurs c'est pique, cœur, carreau et trèfle dans l'ordre décroissant. Donc une autre possibilité, c'est d'utiliser des entiers pour encoder les valeurs et les couleurs. Dans ce contexte, encoder signifie que nous allons définir une correspondance entre des nombres et des couleurs ou entre des nombres et des valeurs. Donc ce type d'encodage n'est pas censé être secret. Ça, c'est ce qu'on appellerait du cryptage ou du chiffrement. Donc, voici le tableau qu'on va utiliser pour faire l'équivalence entre des couleurs et les valeurs entières. Donc ce code, il va faciliter la comparaison des cartes parce que les couleurs les plus élevées, c'est-à-dire qui sont les plus fortes, donc dans cet ordre pique, cœur, carreau, trèfle, correspondent aux nombres les plus élevés. Donc on va pouvoir comparer les couleurs en comparant leur code. Ensuite, le codage des valeurs, c'est assez évident, c'est-à-dire qu'on va coder chacune des valeurs numériques des cartes à un entier correspondant. Et ensuite, pour les atouts, j'ai un deuxième tableau. Donc on va faire correspondre valet à 11, dame à 12 et roi à 13. Donc ce symbole-là, il est utilisé pour indiquer que ces correspondances, elles vont pas faire partie du programme Python. Elles font seulement partie de la conception du programme, mais elles vont pas apparaître explicitement dans le code. Donc voici la définition de la classe carte. On va maintenant passer aux attributs de classe. Donc pour afficher des objets de type carte d'une manière facilement lisible pour les humains, on va avoir besoin d'une correspondance entre les codes nombres entiers et les couleurs et les valeurs correspondantes. Donc une façon naturelle de le faire, c'est d'utiliser des listes de strings. Donc nous allons attribuer ces listes à des attributs de classe. Donc je vais faire une démonstration de comment ça marche. Ces variables comme non-couleur et non-valeur qui sont définies dans une classe mais en dehors de toute méthode s'appellent des attributs de classe parce qu'elles sont associées à l'objet classe carte. Donc ce terme, ça les distingue des variables telles que couleur et valeur qui, eux, s'appellent des attributs d'instance parce qu'elles sont associées à une instance particulière. Les deux types d'attributs sont accessibles en utilisant la notation pointée. Par exemple, à l'intérieur de str, il y a self qui est un objet carte et self.couleur du coup qui est sa couleur. De même, carte est un objet classe et donc carte.nonValeur, c'est une liste de strings qui est associée à la classe. Donc chaque carte a sa propre couleur et sa propre valeur, mais il n'y a qu'une seule copie de non-couleur et de non-valeur. En mettant le tout ensemble, donc l'expression carte.nonValeur entre crochets self.valeur, ça va signifier
utilise l'attribut valeur de l'objet self comme un index de la liste non-valeur de la classe carte et sélectionne la string appropriée. Donc, le premier élément de non-valeur est none car il n'existe aucune carte de rang 0. En incluant none comme un espace réservé, on obtient une correspondance ayant comme belle propriété le fait que l'indice 2 correspond à la string 2, va rendre notre code beaucoup plus lisible. Donc pour éviter de devoir faire cet ajustement, nous aurions pu utiliser un dictionnaire à la place d'une liste, mais une liste avec none comme premier index marche tout aussi bien. Donc avec les méthodes qu'on a définies jusqu'ici, on va pouvoir créer et afficher des cartes, donc on va faire ça maintenant. On obtient bien le valet de cœur, qui est bien ce qu'on avait défini ici. Donc voici un diagramme de l'objet classe carte et d'une instance de carte. Donc carte, c'est un objet classe, donc son type est type car c'est son propre type. L'objet carte 1, en revanche, est une instance de carte, donc son type est carte. Pour économiser de l'espace, les listes non couleurs et non valeurs ne sont pas représentées complètement dans ce diagramme. Maintenant, on va voir comment on va faire pour comparer des cartes. Donc pour les types internes, il existe des opérateurs relationnels comme plus petit que, plus grand que, ou alors égal égal. Et ces opérateurs, ils comparent des valeurs et ils déterminent si l'une est supérieure, inférieure ou égale à une autre. Donc pour les types définis par le programmeur, on peut remplacer le comportement des opérateurs internes en fournissant une méthode nommée LT, qui signifie less than, ou en français inférieur à. Donc LT va prendre deux paramètres, self et other, et il va renvoyer true si self est strictement inférieur à other. L'ordre correct des cartes n'est pas forcément évident. Par exemple, qu'est-ce qui est mieux, le 3 de trèfle ou le 2 de carreau? Donc l'une a une valeur plus élevée, mais l'autre a une couleur plus élevée. Donc afin de comparer les cartes, on va devoir décider si la valeur ou la couleur est plus importante. Donc, la réponse pourrait dépendre du jeu auquel on joue, mais pour ne pas compliquer les choses, on va faire le choix arbitraire que c'est la couleur qui primera. Donc tous les pics vont surclasser tous les carreaux et ainsi de suite. Donc une fois cette décision prise, on va pouvoir écrire LT. Donc je vais le faire maintenant. Donc voici à quoi cette méthode pourrait ressembler. Maintenant, on peut la réécrire d'une façon plus concise en utilisant la comparaison de tuples. Donc on va faire ça. Donc voilà à quoi cette méthode pourrait ressembler. Maintenant, à titre d'exercice, essaye d'écrire une méthode LT pour les objets de type temps. Tu peux utiliser la comparaison de tuples, mais tu peux aussi envisager la comparaison des entiers. Une fois que tu as fait ça, on va passer au paquet de cartes. Donc maintenant que nous avons les cartes, la prochaine étape, c'est de définir les paquets de cartes. Comme un paquet est composé de cartes, il est naturel que chaque paquet contienne comme attribut une liste de cartes. Donc je vais écrire une définition de classe pour paquet. La méthode init va créer l'attribut carte et va générer l'ensemble standard de 52 cartes. Donc la meilleure façon de constituer le paquet, c'est avec une boucle imbriquée. La boucle externe, elle va énumérer les couleurs de 0 à 3 et ensuite la boucle interne va énumérer les valeurs de 1 à 13. Donc chaque itération, ça va créer une nouvelle carte ayant la couleur et la valeur courante et ça va l'ajouter à self.carte. Donc maintenant, on va écrire une méthode qui va nous permettre d'afficher le paquet. Donc je vais définir la méthode str pour paquet. Cette méthode, elle montre un moyen efficace d'accumuler une longue string, c'est-à-dire en construisant une liste de strings puis en utilisant la méthode de string join. Donc la fonction interne str, elle va invoquer la méthode str sur chaque carte
et puis elle va renvoyer sa représentation sous forme de string. Comme nous invoquons join sur un caractère de fin de ligne, les cartes seront séparées par ce caractère. Donc voici à quoi ressemble le résultat. Je vais exécuter le programme pour le montrer. Donc même si ce résultat il apparaît sur 52 lignes, c'est en fait une longue string qui contient des caractères de fin de ligne entre chaque carte. Maintenant qu'on peut créer et afficher un paquet, on va voir comment on peut ajouter ou enlever des cartes du paquet ou alors le mélanger ou le trier. Donc pour distribuer des cartes, on voudrait une méthode qui enlève une carte du paquet et qui la renvoie. Donc la méthode de liste pop, ça devrait nous offrir un moyen pratique de le faire. Donc je vais écrire cette méthode tout de suite. Comme cette méthode popCart, elle utilise la méthode pop, elle va retirer la dernière carte dans la liste. Donc ça veut dire qu'on distribue les cartes à partir de la fin du paquet. Donc pour ajouter une carte, on peut aussi utiliser la méthode de liste append. Donc une méthode comme celle-ci qui utilise une autre méthode sans faire beaucoup de travail, on appelle parfois ça un plaquage. La métaphore, ça vient du travail en bois où un plaquage, c'est une mince couche de bois d'essence noble qu'on colle à la surface d'une pièce en bois moins chère pour en améliorer l'apparence. Donc dans ce cas, ajouter carte, c'est une méthode mince qui exprime une opération de liste en termes appropriés pour les paquets. Donc en fait, elle améliore l'apparence ou l'interface de la mise en œuvre. On peut également écrire une méthode de paquet nommée battre en utilisant la fonction shuffle du module random. Donc on va faire ça maintenant, on va importer le module random premièrement et puis ensuite on va définir cette méthode. Maintenant, à titre d'exercice, tu vas écrire une méthode de paquet appelée trier qui va utiliser la méthode de liste sort pour trier les cartes d'un paquet. Donc la méthode trier, elle utilise la méthode LT qu'on a définie pour déterminer l'ordre. Donc ça va nous permettre d'utiliser cette méthode de liste très facilement. Maintenant que tu as fait ça, on va passer au sujet principal de ce chapitre, l'héritage. Donc l'héritage, c'est la capacité de définir une nouvelle classe qui est une version modifiée d'une classe existante. Donc à titre d'exemple, disons que nous voulons une classe pour représenter une main, c'est-à-dire les cartes détenues par un seul joueur. Donc une main, c'est semblable à un paquet, c'est-à-dire que les deux sont constitués d'une collection de cartes et les deux nécessitent des opérations comme l'ajout et le retrait de cartes. En même temps, une main est différente d'un paquet, c'est-à-dire qu'il existe des opérations que nous voulons pour les mains qui n'ont pas de sens pour un paquet. Par exemple, au poker, on pourrait comparer deux mains pour voir qui gagne. Au bridge, on pourrait calculer le nombre de points d'une main afin de faire une enchère. Donc cette relation entre classes similaires mais différentes se prête bien à l'héritage. Pour définir une nouvelle classe qui hérite d'une classe existante en Python, on met le nom de la classe existante entre parenthèses quand on définit la classe. Donc on va faire ça maintenant. Donc cette définition, elle indique que main hérite de paquet. Cela signifie qu'on peut utiliser des méthodes comme popcart ou alors comme ajouter carte, tant pour les mains que pour les paquets. Donc lorsqu'une nouvelle classe hérite d'une classe existante, la classe existante est appelée classe mère ou classe parente et la nouvelle classe est appelée classe fille ou classe enfant. Donc dans cet exemple, main hérite init de paquets, mais celle-ci ne fait pas vraiment ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'au lieu d'alimenter la main avec 52 nouvelles cartes, la méthode init pour main, elle doit initialiser carte à une liste vide. Donc si nous fournissons une méthode d'initialisation à la carte main, elle va remplacer celle de la classe paquet. Donc on va faire ça maintenant. Donc lorsque tu crées une main, Python va appeler cette méthode init et non pas celle de paquet. Donc on va exécuter le programme pour vérifier ce comportement. Les autres méthodes sont également héritées de paquets, donc on peut utiliser par exemple popcart et ajouter carte pour distribuer une carte.
Une prochaine étape naturelle, ça consisterait à encapsuler ce code dans une nouvelle méthode appelée déplacer carte à l'intérieur de la classe paquet. Donc je vais faire ça maintenant. Cette méthode déplacer carte, elle prend deux arguments, un objet main et le nombre de cartes à distribuer. Donc elle modifie tant self, c'est-à-dire le paquet, que main, et elle renvoie none. Donc dans certains jeux, les cartes sont déplacées d'une main à l'autre ou remises d'une main vers le paquet. Donc pour cela, on pourra utiliser déplacer carte pour ces deux opérations-là. C'est-à-dire que self peut être soit un paquet, soit une main, et main, malgré le nom, peut aussi être un paquet. L'héritage, c'est une fonctionnalité utile, c'est-à-dire que certains programmes qui seraient répétitifs sans héritage peuvent être écrits plus élégamment en l'utilisant. L'héritage, ça peut faciliter la réutilisation du code puisque tu peux personnaliser le comportement des classes parentes sans devoir les modifier. Donc, dans certains cas, la structure de l'héritage, elle reflète la structure naturelle du problème, ce qui rend la conception plus facile à comprendre. D'un autre côté, l'héritage, ça peut aussi rendre les programmes difficiles à lire, c'est-à-dire que quand une méthode est invoquée, parfois on ne sait pas trop où trouver sa définition. Le code en question, il peut être réparti sur plusieurs modules. De plus, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en utilisant l'héritage, qui peuvent être faites aussi bien ou mieux sans lui. Maintenant, parlons des diagrammes de classe. Donc, jusqu'à présent, on a vu des diagrammes d'état qui montrent l'état d'un programme et les diagrammes d'objets qui montrent les attributs d'un objet et leurs valeurs. Donc ces diagrammes, ils représentent un instantané dans l'exécution d'un programme. Donc ils changent au cours de l'exécution du programme. Ils sont aussi très détaillés, c'est-à-dire qu'à certaines fins, ils sont trop détaillés. On a trop d'informations. Un diagramme de classe, maintenant, c'est une représentation plus abstraite de la structure d'un programme. Donc, au lieu de montrer des objets individuels, ça va seulement montrer les classes et les relations entre elles. Donc, il existe plusieurs types de relations entre les classes. Premièrement, les objets d'une classe peuvent contenir des références vers des objets d'une autre classe. Par exemple, quand on avait défini les rectangles, chaque rectangle contient une référence vers un point et chaque paquet contient une référence vers plusieurs cartes. Ce type de relation est appelé has a, c'est-à-dire a une, comme dans un rectangle a un point. C'est ça que ça veut dire littéralement has a. Ensuite, il y a une classe qui peut hériter d'une autre, donc cette relation est appelée is a. Qui veut dire est une. Donc, comme dans si je dis une main est une sorte de paquet. Donc ça, c'est un autre type de relation. Une main est une sorte de paquet. On a aussi un rectangle à un point. Et finalement, la dernière forme de relation, c'est qu'une classe peut dépendre d'une autre dans le sens où les objets d'une classe prennent comme paramètre des objets de la seconde classe. Ou alors utilisent des objets de la seconde classe dans le cadre d'un calcul. Donc ce type de relation, c'est appelé une dépendance. Un diagramme de classe, c'est une représentation graphique de toutes ces relations. Donc voici le diagramme qui représente les relations entre carte, paquet et main. Donc cette flèche à pointe triangulaire creuse, elle représente une relation is-a, c'est-à-dire que dans ce cas, ça indique que main hérite de paquet. Et puis la flèche à pointe normale va représenter une relation has-a, c'est-à-dire que dans ce cas, un paquet a des références vers des objets cartes. Et l'astérix à côté de la pointe de la flèche, c'est la multiplicité ou cardinalité. Ça indique combien de cartes a un paquet. Donc j'aurais pu mettre un nombre simple comme 52 par exemple, ou alors une plage de valeur par exemple de 5 à 7. Ou alors justement une étoile qui va représenter qu'un paquet peut avoir un nombre quelconque de cartes. Donc il n'y a aucune dépendance d'un schéma, elle serait normalement représentée par une flèche en pointillé, ou s'il y en a beaucoup de dépendances, elle serait parfois omise. Sinon, un schéma plus détaillé pourrait montrer qu'un paquet contient en fait une liste de cartes, mais les types internes comme les listes et les dictionnaires ne sont généralement pas inclus dans les diagrammes de classe. Maintenant, passons au conseil de débugage. Donc l'héritage, ça peut rendre le débugage difficile parce que lorsque tu appelles une méthode sur un objet, il peut être difficile de comprendre quelle méthode sera au final invoquée.
parce qu'elle n'est pas forcément définie dans la définition de classe. Donc maintenant, supposons que tu écris une fonction qui travaille avec des objets mains. Tu souhaites qu'elle fonctionne avec toutes sortes de mains, comme main au poker ou alors main au bridge, etc. Donc si tu invoques une méthode comme battre, tu pourrais obtenir celle définie dans paquet, mais si l'une des sous-classes remplace cette méthode, tu obtiendras la nouvelle version. Ce comportement, c'est généralement une bonne chose, mais il peut devenir déroutant. Donc chaque fois que tu n'es pas sûr du flux d'exécution de ton programme, la solution la plus simple, ça consiste à ajouter des instructions d'affichage au début des méthodes pertinentes. Donc par exemple, si paquet.battre affiche un message qui dit quelque chose comme un affichage méthode paquet.battre en cours d'exécution, alors le programme retrace au fur et à mesure le flux de son exécution. Une autre possibilité, ce serait de définir une fonction qui prend un objet et un nom de méthode sous forme de string et qui renvoie à la classe qui fournit la définition de la méthode. Donc, je vais définir cette fonction maintenant. Maintenant, exécutons ce programme pour voir ce que fait cette fonction. Donc le résultat de cette fonction nous dit que la méthode battre pour cette main qu'on a définie se trouve dans la définition de la classe paquet. Donc cette fonction trouver classe qui définit, elle utilise la méthode MRO pour obtenir la liste des objets classes ou rechercher des méthodes. MRO, ça signifie Method Resolution Order, ce qui veut dire en français ordre de résolution des méthodes, qui est la séquence de classes que Python recherche pour résoudre un nom de méthode. Donc voici une suggestion de conception. Lorsque tu substitues une méthode, l'interface de la nouvelle méthode devrait être identique à l'ancienne. C'est-à-dire qu'elle devrait prendre les mêmes paramètres, retourner le même type et obéir aux mêmes préconditions et postconditions. Si tu suis cette règle, tu découvriras que toute fonction conçue pour travailler avec une instance d'une classe mère telle que paquet va aussi fonctionner avec des instances des classes filles comme main ou alors main au poker. Si tu respectes pas cette règle, qui s'appelle le principe de substitution de Liskov, ton code va s'effondrer comme un château de cartes.